Bonjour, on va reprendre notre colloque. J'ai le plaisir de présenter Monsieur le professeur Jean-Claude Béaco. On se connaît depuis longtemps. Monsieur Béaco est professeur émérite en sciences du langage et didactique du français langue étrangère à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Il se consacre aux différents sujets, c'est-à-dire FLE, éducation plurilingue, éducation culturelle et interculturelle. Il est expert aussi pour l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, etc. Puis, un de ses domaines de prédilection est son analyse du discours, méthodologie d'enseignement, dont surtout didactique de la grammaire, comme on va le voir, formation linguistique des migrants adultes, etc. Mais je voudrais ajouter aussi quelque chose de plus personnel. Il y a une dizaine d'années, M. Béaco est venu à Zagreb et puis on a parlé de son projet. Il est membre du comité scientifique du réseau Grammaire et Contextualisation. Et ce réseau a été fondé en 2011. Et puis, M. Béaco nous a convaincus de nous joindre à ce réseau. Donc, le groupe Grec-Croatie existe depuis 2015. Il s'agit ici surtout des descriptions du français, mais en prenant en compte la langue maternelle des apprenants. Donc, on a travaillé ensemble plusieurs fois. Et voilà, je vous donne la parole. Merci, Golan. Merci. Bon après-midi à tous. Vous m'entendez, ça va? Tant pis pour vous. Hein. Bien. Je vais un peu changer de ton par rapport à la magnifique matinée que nous avons eue. Je vais rester dans le même genre, mais je vais changer de ton. C'est toujours une conférence plénière, mais elle n'aura pas évidemment les mêmes dimensions que dont nous ont à quelles nous ont permis d'accéder tous nos conférenciers de ce matin et l'évocation de tous ceux qui nous ont précédés dans la carrière. Je remercie donc évidemment les collègues du département dont Gorana vous a rappelé la raison pour laquelle je suis là. Je remercie évidemment l'ambassade de France qui a permis à mon déplacement de se réaliser. Et donc je voudrais redire un mot du GRAC, du réseau Grammaire et Contextualisation. Le terme contextualisation figure dans le titre du colloque. Ce réseau, j'en suis le fondateur en 2011. On vient de tenir le 8e colloque il y a 15 jours à Lille. Pour aller vite, disons qu'on s'occupe de la manière dont les enseignants métissent la grammaire du français pour l'adapter à leurs étudiants. C'est-à-dire que ça a à voir avec le comparatisme, mais ça peut même aller au-delà dans la mesure où on sait, mais ce n'est pas toujours très facile à identifier, que certains professeurs transforment la description standard du français et la reformulent dans des termes ou dans des expressions qui sont proches de celles que connaissent les étudiants et en particulier proches de celles qu'ils ont rencontrées dans l'apprentissage de leur langue comme langue première, on va dire, dans le système scolaire. Voilà, pour vous donner un exemple, nos collègues turcs utilisent, qui est une langue aka, utilisent souvent le terme datif au lieu de complément d'objet indirect, par exemple. Ou nos collègues italiens utilisent le terme préposition articolata, c'est-à-dire préposition avec article, au lieu de article contracté, et ainsi de suite. Donc on trouve ce genre
reformulation de la grammaire standard dans les grammaires qui sont produites sur place par des collègues qui y exercent et qui osent, on va dire, proposer des formulations qui ne sont pas universelles, hein, en quelque sorte, mais qui sont propres à leur propre expérience. Mais j'y reviendrai un peu dans le cadre de ma présentation. Pas de diapositive, pas de diaporama, pas de pauvres points, pour les raisons qui ont été évoquées ce matin, et aussi parce que, bon, c'est une de mes premières conférences in vivo depuis quelques années, et je dois dire que j'en ai un peu assez des PowerPoint à distance et des visioconférences. Donc j'ai décidé... En plus, le mien est très mal fait, donc c'est une raison supplémentaire pour ne pas m'en servir. J'ai été aussi très agréablement surpris d'être placé sous les auspices du Conseil de l'Europe, puisque j'y suis expert depuis 1998, si je ne m'abuse, où je me suis occupé de politique, mais de politique linguistique, qui est peut-être... Ça vaut peut-être qu'on y perde un peu de temps, n'est-ce pas, depuis 1998, et donc dans cette perspective qu'a rappelé la secrétaire générale du rôle des langues dans la vie démocratique, hein, qui est un élément fondamental des relations entre... Dans le vivre ensemble démocratique, la communication est évidemment un élément fondamental, et donc il se manifeste en particulier par la violence verbale, la bienveillance linguistique et l'éducation à l'altérité. Et évidemment que l'enseignement des langues est un espace évident pour l'éducation à l'altérité, puisque dans l'enseignement d'une langue vivante, on s'incorpore de l'altérité. Et que donc on est dans une relation tout à fait spécifique avec la différence qui mérite d'être prise en charge. Et je regrette un peu que dans cette belle rencontre, ces dimensions n'apparaissent pas, comme vous l'avez constaté dans les résumés. Elles n'étaient pas dans l'appel d'offres, ceci expliquant cela, mais c'est quand même un élément important pour lequel il importe susciter des réflexions multiples. Voilà, donc vous avez vu, j'ai changé un peu de ton, mais je vais poursuivre sur ce ton didactique allègre, j'espère, en abordant donc une question didactique qui est celle des relations entre l'enseignement grammatical et l'enseignement lexical. Classiquement, dans nos disciplines, ces deux didactiques, ou ces deux versants de la didactique des langues, et du français comme langue étrangère en particulier, sont distincts. D'ailleurs, l'intérêt que la didactique porte à ces sujets a l'air de s'amoindrir, en tout cas en France. On s'occupe assez peu de l'enseignement grammatical, ça n'est pas très tendance. Bon, moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème particulier, mais ce n'est pas à la mode. L'enseignement lexical a lui aussi perdu de la place qu'il avait autrefois. Il existe évidemment toujours des travaux de collègues, soit linguistes, soit didacticiens dans ces domaines, mais ils n'ont plus la place qu'ils occupaient il y a quelques années, alors que dans beaucoup de contextes éducatifs, ces activités sont extrêmement importantes. Les activités autour des mots, les activités autour de la grammaire, entre guillemets, demeurent, quoi qu'on en dise, quoi qu'on veuille le mettre en place avec les approches dites communicatives, ces approches demeurent extrêmement présentes. Et donc, ces questions de l'articulation entre l'enseignement grammatical et l'enseignement lexical est une vraie question didactique sur laquelle je me propose de vous faire partager quelques idées simplettes, mais les idées simples ont le mérite de circuler facilement, hélas. Donc, du point de vue de l'organisation de la didactique, on a souvent considéré que ces deux domaines étaient
sinon étrangers l'un à l'autre, du moins contradictoires, dans la mesure où les activités grammaticales s'occuperaient du système, de ce qui est plus ou moins partagé dans la langue, de dispositifs transposables, alors que le lexique, à part évidemment la formation lexicale et la néologie, serait très ancré dans la singularité des mots, des expressions, et que donc on a affaire à une sorte de contradiction entre le singulier et le général, qui a conduit à des didactiques qui sont très souvent sans relation effective. Ce qui pose évidemment une question, c'est que dans la réalité de l'apprentissage, la différence n'est pas très perceptible pour les apprenants et que donc on aurait intérêt, me semble-t-il, et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé cette réflexion, on aurait intérêt à essayer d'articuler d'une manière raisonnable ces deux domaines. La première difficulté, enfin la difficulté majeure que rencontre cette volonté d'articulation entre la didactique de la grammaire et la didactique du lexique, est qu'on n'a pas de modèle linguistique qui permet d'asseoir cette articulation. On a l'enseignement de la grammaire, comme c'est normal, s'appuie sur des descriptions de références dont elle n'est pas à l'origine. Et donc, là encore, pour ce point particulier, on est à la recherche, si j'ose dire, de formulations linguistiques qui permettraient d'asseoir d'une certaine manière les relations entre ces deux domaines de l'apprentissage. Alors, il existe bien en didactique du français langue étrangère une linguistique éligible qui est l'approche distributionnelle, qui fait un tout petit peu partie du bagage culturel qui a pu s'implanter en didactique des langues depuis la linguistique contrastive de Leydeau dans les années 50, depuis les premiers travaux de Le Goffik et McBride en 1975 sur les constructions fondamentales du français, où on analyse en termes distributionnels les verbes du français fondamental. Et ensuite, pas plus tard après, avec les travaux de Francis de Bizère, directeur du Belk en ce temps-là, qui a adapté pour l'enseignement du français langue étrangère les travaux de Maurice Gross et du laboratoire LADL, et en particulier le méthode en syntaxe de Gross, qui date de 1975. Évidemment, cet appui qui est pris sur les linguistiques distributionnelles ne peut avoir que des effets très peu généralisables sur la didactique du français, puisque les travaux de distributionnistes le montrent. Très peu de verbes, par exemple, ont les mêmes constructions. Alors, de Bizère a relevé dans la quarantaine de catégories proposées par Maurice Gross, il a relevé, par exemple, la catégorie des verbes de sentiment, qui, sémantiquement, aurait, si on donne à sentiment un sens très large, qui, sémantiquement, aurait des affinités et qui, syntaxiquement, se comportent de la même manière. Et donc, Francis de Bizère a écrit un article sur ce sujet dans ces années-là, en 1976, dans les études de linguistique appliquée, où il montre cette homogénéité entre des valeurs sémantiques et des comportements syntaxiques. Bon, alors par exemple que ces verbes peuvent avoir tous un infinitif sujet, qu'ils peuvent avoir un sens abstrait et un sens concret, comme Paul gêne Marie peut vouloir dire qu'il l'empêche de voir, donc
qui est un sens concret. Paul gêne Marie, ça veut dire qu'il fait exprès de lui créer des problèmes. Et Paul gêne Marie peut vouloir dire aussi qu'involontairement, il est à l'origine de difficultés pour Marie. Donc il y a le sens abstrait, le sens concret, le sens volontaire, le sens involontaire, et qui se retrouve dans l'ensemble de ces verbes. Cette homogénéité entre la syntaxe et le sens est rare, à l'évidence. Et donc, la linguistique distributionnelle a d'autres rôles, on va le voir dans cette problématique lexique-syntaxe, mais elle est un faible appui. Il y a évidemment d'autres linguistiques plus contemporaines qui sont éligibles, on va dire, à cette fin, mais bon, les linguistiques, les linguistiques cognitives sont très peu connues en didactique du français langue étrangère. Elles sont difficiles d'accès et elles aussi, d'une manière ou d'une autre, ne peuvent pas répondre à tous les besoins d'un professeur qui enseigne la grammaire et la linguistique, parce que, comme c'est tout à fait attendu, leurs objets sont délimités. D'ailleurs, vous en aurez un bon exemple demain à propos des agents verbaux. Alors, voilà le problème. Donc, on n'a pas de linguistique de référence pour arriver à gérer ces problématiques. Et donc, on est un peu dans le vide pédagogique, dans la mesure où on n'a pas d'éléments de description en amont sur lesquels s'appuyer. On peut faire un certain nombre de constatations si on s'occupe des activités grammaticales telles qu'elles sont pratiquées en général dans les classes. On peut dire qu'il y a en gros trois dispositifs pédagogiques qui sont utilisés pour la didactique de la grammaire. Un dispositif descendant, un dispositif plus réflexif et un dispositif contrastif, qui est le moins utilisé et qui est en tout cas le moins reconnu. Alors, quelles sont les conséquences de ces trois manières de faire pour ce qui concerne les relations entre l'enseignement du vocabulaire et l'enseignement de la grammaire? Bon, tout le monde connaît l'approche descendante. En gros, elle se caractérise par le fait que c'est l'enseignant qui décrit un fait de langue à l'aide de ses grammaires de référence, et que donc ça pose des problèmes de compréhension de la terminologie, etc., etc. Cette description s'appuie sur des exemples qui sont en général des phrases isolées et rarement des textes, et que les activités qui sont attendues des apprenants sont bien sûr la compréhension du discours descriptif et ensuite immédiatement des activités d'application sous forme d'exercice, en général à réponse fermée. Je pense que c'est encore une manière de procéder qui doit exister peut-être pas très loin d'ici d'ailleurs. Ces manières de faire, évidemment, présentent une difficulté, c'est que la réflexion métalinguistique des apprenants n'apparaît pas. C'est-à-dire qu'elle elle peut exister en termes épilinguistiques à la limite, mais elle n'est pas verbalisée. Elle est constatée en termes de réponse aux exercices, mais elle n'est pas prise en charge en tant que telle dans l'enseignement-apprentissage. Et on est plutôt d'accord en didactique en général pour considérer que la réflexivité est un facteur d'appropriation. Et que donc, quand cette réflexivité existe mais n'est pas prise en charge pédagogiquement, il est clair qu'on perd quelque chose.
Ma suggestion, sans bouleverser les pratiques existantes, et de toute façon, même si je le voulais, je n'y parviendrai pas, c'est simplement une suggestion très pratique, c'est de faire en sorte que les exercices qui sont proposés dans ce cadre se fassent à deux. Pour une raison très simple. Un, c'est qu'ensuite, il sera impossible de les noter. Or, il est extrêmement important que les activités d'appropriation ne soient pas notées, qu'on note le résultat des activités d'appropriation, mais non les activités qui servent à l'appropriation. Et ce qui est le cas des exercices de grammaire, qui sont souvent l'objet d'une note parce qu'on comprend que c'est facile pour un professeur de noter un exercice de grammaire, c'est plus facile que de réfléchir sur un texte et d'évaluer une production d'apprenants. Ce qui permettrait ensuite à l'enseignant d'échanger avec la paire d'étudiants qui a fait l'activité sur les raisons pour lesquelles ils ont choisi entre eux d'abord. Ils ont certainement échangé entre eux, donc ils ont un peu verbalisé du point de vue métalinguistique, et ils puissent verbaliser du point de vue métalinguistique avec leur enseignant, et donc le discours métalinguistique émerge et qu'il permette et qui constitue pour l'enseignant un moyen d'accès à l'apprentissage. Le résultat... Ça marche? Oui. De toute façon, le résultat de ceci est la place des règles. Et vous savez à quel point, dans l'enseignement de la grammaire, la notion de règle est une notion centrale. Or, ce qu'on constate, et ce que constatent les enseignants de manière régulière et habituelle, c'est que les règles sont accompagnées de leur cortège immense d'exceptions, comme on dit, et que ces règles ont une validité opérationnelle limitée, et elles sont limitées précisément par les comportements des mots singuliers ou de groupes de mots. Je vous rappelle que dans le bon usage, les règles d'accord du participe passé sont au nombre d'une quarantaine, et qui fait que là, les deux règles de base, qu'il faudrait peut-être nettoyer un jour en la remplaçant par le verbe être, le participe passé s'accorde toujours avec le verbe être et jamais avec le verbe avoir, ce qui serait une formulation qui permettrait de faire des économies à l'État, si on calcule le nombre d'heures qu'il faut consacrer à cette activité. En tout cas, les exceptions sont là. Et on voit que nos grammaires sont pleines d'exceptions. Si vous regardez les éditions successives de la grammaire méthodique du français, vous verrez que cette grammaire a tendance à, si j'ose dire, grossir, dans la mesure où ce qui est adjoint, ce sont évidemment d'autres particularités qui ont été introduites. Et la nouvelle grande grammaire du français qui fait ses 2000 pages, et que je pense je ne lirai pas, elles doivent être aussi pleines de ces exceptions. Ce qui fait que les grammaires tendent à devenir des dictionnaires. C'est-à-dire que le modèle dictionnérique est présent, non pas sous sa forme éditoriale, mais sous sa forme descriptive dans la plupart des grammaires. Voilà donc une des difficultés de l'approche descendante qui tombe, si j'ose dire, sur les règles et avec tous les problèmes d'articulation entre des phénomènes généraux et des phénomènes locaux. L'approche réflexive. Alors cette approche réflexive a pris dès 1974, et c'est mon collègue Henri Besse qui a inventé, je pense, le terme. Elle a pris la forme d'exercice de conceptualisation. Dans un article de 1974,
Henri Besse, propose ce qu'il appelle des exercices de conceptualisation qui sont en gros les suivants. À savoir qu'à partir d'un corpus produit d'énoncés, en général, produit par les apprenants eux-mêmes, hein, on demande aux apprenants de décrire le phénomène qui est présent dans ces corpus et de le décrire comme ils l'entendent. C'est-à-dire, non pas une démarche inductive qui devrait leur permettre de reconstituer la description officielle, mais de décrire comme ils le peuvent, comme ils le veulent, la seule condition étant que la description fonctionne, c'est-à-dire qu'elle permette de rendre compte du fait de langue qui fait l'objet de l'enseignement. Alors, ces activités de conceptualisation sont très difficiles à mettre en place parce qu'elles sont improvisées, évidemment. Et cette improvisation de la part des élèves met en danger la face métalinguistique positive de l'apprenant, de l'enseignant. L'enseignant se trouvant déjà en difficulté assez souvent dans les activités grammaticales, se trouvera encore plus mis en danger dans un contexte dans lequel il doit réagir à des propositions grammaticales des apprenants qu'il ne prévoit pas et auxquelles il doit effectivement qu'il doit commenter ou qu'il doit valider ou infirmer. Donc, c'est une activité difficile. C'est aussi une activité difficile parce que elle se produit ou elle est proposée le plus souvent à des étudiants d'un niveau relativement avancé. Parce que pour pouvoir réfléchir à des activités grammaticales, il faut avoir une certaine maîtrise de la langue. Donc on estime que c'est à partir de la fin du niveau A2 du cadre européen commun de référence, ou au moins en B1, que de telles activités peuvent prendre place. Or, ces étudiants qui sont en B1 ont déjà rencontré auparavant des activités grammaticales. Et en particulier, ils ont pu assimiler le discours grammatical officiel qui va venir empêcher, se surimposer à leur intuition métalinguistique dans le cadre de ces activités. Ce qui fait que ces activités de conceptualisation, qui sont tout à fait intéressantes, sous cette forme-là, ont beaucoup de mal à se mettre en place. En tout état de cause, pour ce qui concerne notre problème du vocabulaire et de la grammaire, elles aboutissent à des règles, mais ce ne sont pas les mêmes règles que celles précédentes, ce sont des règles d'apprenants. Et ces règles d'apprenants ne se préoccupent pas beaucoup de la portée des règles. Enfin, il y a une règle qui a été établie par un groupe d'apprenants il y a quelques années, qui est une règle d'or presque. C'est à propos de l'emploi du relatif qui est que, ils ont fini par dire qui est que, c'est comme il et le. Il y a une définition remarquable, sans métalangage, opérationnelle, et qui effectivement est venue d'eux. Mais il est évident que ce genre de formulation n'entre pas dans les détails du fonctionnement du relatif. Donc, ces règles d'apprenants ne peuvent pas arriver à envisager la relation entre grammaire et syntaxe dans la mesure où, précisément, elles ont un caractère spécifique et un caractère, je dirais, opérationnel. Alors, plus intéressante est l'approche contrastive, mais j'y reviendrai un peu plus tard parce que je vois que le temps passe d'une certaine manière. J'ai encore 10 minutes, ciel. Et miel, évidemment. Les approches contrastives ont, quand on met en relation la langue première en général et la langue cible, on est dans des activités qui ne concernent pas les règles, mais qui concernent des fonctionnements. Quand on fait des activités de contrastif en classe de langue étrangère, on ne cherche pas à mettre en place
des règles de fonctionnement. On essaye de montrer des convergences ou des divergences de fonctionnement. Et le fait qu'on ne soit pas axé sur des règles au sens classique du terme permet évidemment des activités métalinguistiques beaucoup plus ouvertes qui ne sont pas focalisées et qui peuvent permettre effectivement d'aller dans un détail lexical. Par exemple, il est 8 heures, sono le 8, vous voyez tout de suite le pluriel, le singulier, l'impersonnel, pas l'impersonnel, etc. Sans la dièse, etc. Ça permet des activités de réflexivité qui ne sont pas axées sur des règles. En tout cas, quelles que soient les pratiques pédagogiques qu'on met en place, on voit bien que la question n'est pas abordée de manière frontale et systématique. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut trouver des moyens pédagogiques d'articuler ces deux domaines, ce que on a essayé de faire dans les années début des années 80, en didactique des langues, en particulier avec l'approche lexicale de la grammaire qui a été proposée par Michael Lewis et qui essaye de proposer, c'est ce que je vais faire maintenant, des activités à partir de ce qu'il appelle les chunks, c'est-à-dire les morceaux lexicaux qui sont ou bien des mots isolés, mais souvent des éléments phrastiques de type, disons, plus ou moins locutionnel, à partir desquels on pourrait remonter à des activités de généralisation métalinguistique. D'accord ? Donc, travailler à partir d'éléments lexicaux en bloc pour remonter à des régularités grammaticales de plus grand cadrage. Alors, on peut faire quelques suggestions didactiques concrètes à cet égard. La première, qui est très générale, c'est qu'on aurait tout intérêt, me semble-t-il, en termes pédagogiques, à commencer par faire percevoir aux apprenants toutes les possibilités distributionnelles d'un terme avant d'aller dans les détails. C'est-à-dire que si je sais comment se construisent les noms opérateurs, comment se construisent les verbes opérateurs, comment se construisent un certain nombre de verbes qui sont suivis d'une que phrase, et si je les mets en relation avec les formes de compléments nominaux que reçoivent les uns et les autres, je crée une sorte de cadrage global dans lequel ensuite on va pouvoir s'occuper de savoir si s'intéresser est construit par A ou construit par deux. Il est construit par A en français, il est construit par deux en italien. Et d'où les problèmes qu'on peut rencontrer. Donc d'abord les cadrages globaux avant de travailler sur les blocs, sur les chunks. Dans ce genre d'idée, il y a un certain nombre de préoccupations, enfin de préconisations, si j'ose dire, didactiques qui ont été faites. La première est très très simple, travailler sur des exemples et pas sur des structures, travailler sur du sens. On a beaucoup parlé du sens humain ce matin. Travailler sur du sens plutôt que sur des analyses structurelles des énoncés semble être aussi un moyen de remonter vers du sens, vers du structural. Autre suggestion qui a été faite en dehors d'ailleurs de l'approche lexicale de Lewis, qui a été faite par des lexicographes et des spécialistes de l'enseignement lexical, d'enseigner les verbes en même temps les verbes, non pas isolés, mais avec leurs compléments, systématiquement. De ne pas enseigner un verbe seul dans la multiplicité de ses formes, mais de toujours l'accompagner des compléments, et si possible, des sujets qu'il peut sélectionner à gauche, si ça a quelquefois un sens. Autre possibilité, celle de travailler à partir des phrases toutes faites. Les phrases toutes faites, on sait bien que la créativité langagière est une fonction
jacobsonienne, mais elle n'est pas très souvent mise en œuvre dans les conversations ordinaires, si j'en crois le du coup universel qui est désormais utilisé en français. Et donc, il existe un nombre très important de phrases toutes faites qui sont de nature à essayer à constituer un corpus raisonnable de réflexion à partir de ces énoncés du genre pas maintenant, c'est pas un problème, quel travail, plus tard, c'est pas le moment, et ainsi de suite. Donc il y a un nombre très très important de ces réalisations qu'on peut appeler stéréotypées, hein, mais qui ne sont pas des locutions, qui sont des phrases qu'on peut effectivement modifier. Une de nos collègues italiennes, Françoise Bidot, qui a enseigné à l'université de Pise, a fait un relevé de ces phrases toutes faites qui n'ont pas d'équivalent immédiat avec l'italien. Donc on peut imaginer que le travail sur ces phrases toutes faites qui font partie intégrante des échanges communicatifs en face à face improvisés oraux sont des éléments importants pour gérer les interactions, mais elles sont aussi un point de départ, toutes figées qu'elles sont ou quasi figées qu'elles sont, pour remonter à des régularités grammaticales. Autre possibilité, utiliser les fonctions de Igor Melchuk. Melchuk, depuis des années, travaille à son... Je pense qu'évidemment, il ne finira jamais, à son dictionnaire explicatif et combinatoire, dans lesquels il recense les relations préférentielles entre les mots, qui ne sont pas vraiment des clichés de la langue, mais qui sont des relations préférentielles. Et pour le faire, il utilise un certain nombre de fonctions pour classifier l'ensemble de ces relations. Et je vais simplement vous donner un exemple, l'exemple de la quantification. Il y a des formes de quantification qui sont attendues. Les applaudissements qui vont suivre mon exposé vont être nourris, j'espère. Parce que l'inflation est galopante, évidemment. Les grandes colères sont noires, mais on est rouge d'une grande colère, donc on est rouge d'une colère noire. Et les grandes peurs sont bleues, mais on est blanc de peur. Donc on est toujours blanc d'une peur bleue. Et ainsi de suite. Donc ces convergences, non pas obligatoires mais régulières, évidemment, sont aussi un point de départ pour gérer des relations entre des blocs qui sont souples et des éléments autres. Alors, il y a un seuil de limite à tout cela, ce sont les vraies locutions. Les vraies locutions ne peuvent pas être modifiées, elles ne peuvent être que glossées. J'ai mal au cœur ne renvoie pas aux peines d'amour perdues, effectivement, et on ne peut que essayer de les gérer une par une. Donc, les dimensions métalinguistiques possibles à partir de là sont extrêmement faibles. J'ai d'ailleurs vu que dans pas mal d'exposés qui vont suivre, on se préoccupe des phrasèmes, par exemple, donc des locutions comme c'est ça, etc., des phrasèmes ou des locutions en général, de tout ce qui est idiomatique. Et je trouve que c'est assez symptomatique de l'intérêt porté à ces éléments pour justement essayer de les sortir de leur singularité fondamentale. Là aussi, la contrastivité, je vais m'arrêter là-dessus, est un élément important parce que ça peut être intéressant si on prend les phrasèmes par exemple, de comparer les phrasèmes d'une langue à l'autre. Donc
le célèbre phrasème « tu parles », accompagné de Charles pour la rime, « tu parles » peut effectivement donner lieu à des comparaisons avec d'autres phrasèmes ou d'autres manières d'exprimer la même chose dans une autre langue, et on se retrouve dans cette dynamique de la contrastivité qui, d'une certaine manière, évite, comme je le disais tout à l'heure, la question de la règle au profit d'activités qui sont plus descriptives et qui sont certainement, en termes de lexique syntaxe, plus adaptées à l'objectif qui est effectivement de créer ces ponts, malgré tout, entre des éléments syntaxiques, donc combinatoires, et des formes peu combinatoires de la langue qui sont un des constituants de nos systèmes linguistiques qui sont moyennement systématiques, comme vous le savez. Merci de votre attention. Bon, alors nous avons quelques minutes pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Ah, voilà. O drugom redu. Quand même. Voilà, la monsieur problématique qu'a posée Jean-Claude Beccaud est évidemment une problématique qui s'est posée dans l'enseignement des langues depuis le début qu'on a enseigné les langues. Moi, quand j'ai intervenu, ou je suis intervenu, les deux choses se disent et se disent, dans la formation des enseignants, pour poser le problème, je partais d'une réflexion qui est classique en pathologie de la parole. On considère qu'un enfant français de 30 à 36 mois qui n'emploie pas le pronom sujet est un cas pathologique. Et alors, j'avais dirigé la traduction d'un livre français à l'espagnol et ils avaient traduit la même chose. Alors, le problème se posait parce qu'alors, tous les Espagnols avaient des problèmes pathologiques. Donc, là, comment résoudre ça? Voilà la question que je posais. Oui, oui. On sait que 90% des énoncés oraux commencent par « je ». Hein. Donc, dans les corpus qu'on a, on sait bien. Le problème, c'est qu'évidemment, « je » n'est pas un pronom en français, mais une particule préverbale qui n'a rien de pronominal. Et que donc, c'est vrai que ça pose des problèmes dans les langues qui, effectivement, font l'économie d'un pronom personnel. Donc là, on est... Mais disons ça, c'est plutôt, je dirais, de la grammaire contrastive plutôt que des problèmes de vocabulaire, mais c'est évidemment un problème majeur, évidemment. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, peut-être je voudrais poser une question sur les phrasèmes dont vous avez parlé. Est-ce que vous voyez quelque utilité des phrasèmes dans l'enseignement de la grammaire? La manière dont les phrasèmes sont constitués peuvent révéler des formes de structuration de la langue, soit qui n'existent pas dans la description traditionnelle, et donc ça c'est un avantage, soit qui existent. Hein. Donc c'est un plaisir, ça vous donne des formulations de l'exclamatif avec un intensif 1 qui n'est pas toujours reconnu comme intensif, sauf par l'intonation, évidemment. Donc je pense que ça vaut la peine dans la mesure où on va essayer de déconstruire. Alors l'intonation, bon ça c'est un élément fondamental, évidemment, hein, et en même temps des formulations grammaticales dont on peut essayer de voir jusqu'où elles peuvent aller. Bon, il n'y a pas d'autres questions? C'est dommage parce que j'avais la réponse. Hein.
Bon, alors maintenant, je vous invite à choisir votre section. Vous savez, d'après le programme, où elle se trouve. Et alors, on commence à 15 heures dans chacune des sections. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.